Bonjour, nous vous interviewons aujourd'hui pour la chaîne YouTube de demain. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots s'il vous plaît? Je suis enseignante d'espagnol. Ce n'était pas du tout mon premier choix. Moi, j'ai fait des études de droit et j'ai travaillé à Madrid dans une société d'assurance avant d'arriver en France. C'est à la naissance de mes enfants que j'ai décidé, voilà, les mots d'éducation ont vraiment eu un écho et voilà, j'ai fait une reconversion pour devenir enseignante d'espagnol en France. Depuis 2011, je travaille pour l'éducation nationale en second degré, collège, lycée, maintenant aussi BTS et l'université Capitole à Toulouse. Et je collabore avec un centre social à Toulouse pour l'organisation et accompagnement des bénévoles. J'interviens en tant que formatrice des disciplines positives et j'accompagne à l'organisation du cadre pour les enfants. On a créé les lignes de conduite en coopération avec les enfants. Et aussi, on a distribué des responsabilités aux enfants. L'objectif, c'est d'avoir 3 piliers pour créer un cadre. Et en même temps, nous essayons de développer des compétences psychosociales pour les enfants. Quelles sont pour vous les principales missions de l'enseignant? Pour moi, c'est éduquer. Et éduquer, pour moi, ça veut dire accompagner l'enfant dans son apprentissage. J'ai dit accompagner parce que maintenant, le professeur, ce n'est pas du tout les sources des connaissances. Maintenant, depuis quelques années, c'est, on va dire, entre guillemets, Google. C'est-à-dire que les enfants, ils ont accès à toutes sortes d'informations, de connaissances sur Internet. Donc, il ne vient pas à l'école pour apprendre quelque chose qu'il peut apprendre à l'extérieur tout seul en autonomie. Donc, je pense que mon rôle comme professeur, c'est de les accompagner. On ne peut pas donner, au moins dans ma matière en langue, les cours en cours magistral. Maintenant, on va faire des projets en classe, on va travailler en binôme, en groupe de 3 personnes, 4, où les enfants ils vont appliquer les connaissances. C'est pour cela que pour moi, j'accompagne les enfants. Je suis, entre guillemets, la guide pour les aider à intérioriser et savoir réappliquer les connaissances. Merci. Alors selon vous, est-ce que les missions de l'enseignant ont évolué au cours de ces dernières années? Oui, énormément. Énormément, parce que justement, les enfants aujourd'hui ne sont pas du tout comme les enfants, comme nous, quand notre génération était enfant. C'est-à-dire qu'avant, les professeurs, père ou mère, que pour cela, il y avait déjà un respect, le respect de l'élève ou l'enfant. Maintenant, ce n'est pas parce que je suis professeur que je vais avoir le respect des enfants, des élèves, et tout a changé. Donc, ce n'est pas du tout maintenant l'autorité verticale où je suis le professeur, je suis la source de connaissances et de l'autorité, et voilà, j'impose quelque chose aux autres. C'est pas du tout comme ça. Maintenant, on est dans une société où l'autorité c'est horizontal. C'est une évolution de la société. Par exemple, on voit l'égalité homme-femme, on voit l'égalité minorité et majorité. On voit, par exemple, toutes les personnes qui vraiment essaient d'avoir les mêmes droits et d'avoir l'égalité dans la société. Et les enfants, ils ont compris ça. Et donc, maintenant, l'enfant à la maison, il va penser, il va voir qu'il y a les mêmes droits que les adultes. Sauf que il faut bien comprendre que quand je dis ça, on n'est pas du tout pareil dans le sens que tout le monde mérite le même respect, mais on n'est pas pareil un adulte qu'un enfant. Donc tout ça, ça reflète dans la classe, et donc les enfants arrivent, et moi je dois chercher mon autorité, et je dois avoir mon autorité, pas seulement parce que je suis professeur. Selon vous, est-ce que le métier d'enseignant vous permet la prise d'initiative? Oui, ça me permet, il y a une liberté pédagogique, et c'est grâce à cette liberté pédagogique que je peux vraiment, selon voilà, mes connaissances, selon mes études et selon ma pratique, choisir la meilleure façon d'accompagner les élèves. Je pense que tous les professeurs ont une méthode de travail, et je pense que toutes les méthodes sont valables. Le gouvernement français a mis en place ces dernières années plusieurs réformes de l'enseignement.
Selon vous, à quoi ressemblera le système éducatif français dans les années à venir? Alors, j'espère que l'enfant il va être au centre du programme. Ce que je vois, c'est qu'il y a des points positifs. L'effet d'avoir un travail par rapport aux langues, hein, je suis toujours par rapport aux langues, l'effet les différentes épreuves du bac, avec la réforme du bac, ils font que les enfants ils doivent vraiment travailler toutes les compétences langagières. Donc je pense que c'est super, on apprend une langue vivante. Donc il faut parler, il faut comprendre, etc. Par contre, c'est vrai que c'est difficile à niveau des moyens parce que c'est pas facile avec une classe entière de faire avancer et apprendre aux enfants la langue. Idéalement, ce sera en demi-groupe. En tout cas, je trouve qu'il y a des bonnes initiatives et surtout, j'espère aussi que l'élève il va prendre plus d'autonomie. Parce que c'est aussi je trouve que c'est notre objectif de la réforme. L'élève, il est garant de son futur et il a plus d'autonomie pour choisir les matières qui lui conviennent mieux. Et c'est pas des chemins fermés. S, L, on n'est plus là. On peut choisir physique et histoire et voilà, et avoir plus de liberté pour peut-être plus tard arriver à bien cerner, à bien choisir son futur professionnel. Alors, en 2016, Céline Alvarez fait paraître un livre intitulé « Les lois naturelles de l'enfant ». Elle décrit dans son livre la pédagogie utilisée qui rappelle celle de Montessori. Est-ce que vous-même, vous appliquez au quotidien une méthode particulière avec vos élèves? Oui, tout à fait. Alors, je suis formée avec l'Association des disciplines positives France, justement dans cette pédagogie. C'est une pédagogie basée sur le travail du psychiatre Alfred Adler et Rudolf Vreekhorst dans les années 30. Jane Nelson, un docteur en éducation américaine dans les années 70, a mis sur forme pratique. C'est-à-dire qu'il y a vraiment plein des outils concrets que je peux mettre en place pour appliquer cette pédagogie à l'école et à la maison. Donc moi je me suis formée comme enseignante et comme mère et c'est vrai que je l'applique tous les jours dans ma vie personnelle et professionnelle. Ce que c'est bien dans cette pédagogie et qui m'aide à trouver un équilibre dans l'autorité, c'est-à-dire entre la fermeté et la bienveillance, il y a vraiment, et c'est vraiment, je veux dire, c'est une pédagogie qui va développer des compétences psychosociales des enfants pour travailler en classe, pour coopérer en classe et à la maison. Il y a l'outil qui s'appelle connaître mon cerveau, et en fait on enseigne aux enfants de façon très très facile, basée sur les études du docteur Daniel Siegel sur les cerveaux, le fonctionnement des cerveaux quand je suis prise par une émotion, c'est-à-dire parce que je suis très en colère ou très triste, on va dire, et donc c'est à ce moment-là quand je suis prise par une grande émotion que mon cerveau il va déclencher un petit peu l'alarme et donc c'est impossible de réfléchir, c'est impossible vraiment, va ressentir qu'il y a soit une attaque, donc je veux me défendre, soit je veux me paralyser. Et donc on enseigne aux enfants justement à se calmer et que se calmer, ça prend 1 ou 2 minutes. Et c'est à partir de là que je peux réfléchir et je peux décider ce que je veux faire. Et ce que c'est bien, c'est que je veux essayer d'éviter les conflits. C'est-à-dire que je veux voir cet enfant qui arrive déjà dans un esprit, on va dire, pris par une émotion. Moi, la première chose que j'ai fait dans une classe de collège, c'est faire un moment de pause. C'est-à-dire que j'ai fait 1 minute de pause, où les élèves, ils peuvent dormir sur la table, ils peuvent respirer, regarder par la fenêtre. Donc c'est important de faire cette pause pour justement couper un petit peu. Les journées sont très longues. Il y a beaucoup de choses qui passent. Ça peut venir, il peut avoir un cours de mathématiques qui s'est mal passé, il peut avoir un résultat négatif, il peut avoir peut-être il s'est fâché dans la récréation avec sa meilleure copine ou meilleur copain. Et donc l'enfant arrive dans un état difficile et pas prêt pour apprendre.
Donc je fais ça, les premières choses. J'ai déjà travaillé avec les enfants cet outil, cette démarche pour connaître mieux, pour se connaître mieux. Et dans les cas, et ça m'est arrivé, évidemment, des enfants qui ne sont pas, on va dire, tout à fait corrects en cours, ce que je veux faire, c'est les dire, écoute, moi je te conseille d'essayer de faire ton mieux. Et demain, on va parler, on va discuter par rapport à ton comportement d'aujourd'hui. En fait, ce que je veux faire, c'est de prendre conscience de la situation qu'il y a, de l'enfant, de la situation qu'il se trouve, mais en même temps, je ne veux pas laisser l'enfant faire comme il veut. C'est-à-dire que le lendemain, normalement, quand je dis ça, le lendemain, toujours, hein, les enfants viennent me voir au début des cours pour en discuter, etc. Et c'est vrai que c'est une façon d'éviter des conflits. Merci. Quels sont les résultats que vous avez constatés en appliquant justement cette méthode de discipline positive et est-ce que vous les avez mesurés ou comment vous les avez mesurés? Pour moi, c'est jour et nuit, car avec cette pédagogie, je ne veux pas du tout faire disparaître les problèmes. Les problèmes sont là, les enfants en difficulté sont là. J'essaie de faire mon meilleur cours et parfois ça ne marche pas du tout. Avec une classe, ça va très bien et les mêmes cours après, ça va être une catastrophe pour la prochaine. Les problèmes sont là toujours. Sauf que ce qui change, c'est ma perception. Et donc, j'applique les outils. Par exemple, connecter avec les enfants. Connecter, ça veut dire qu'à la fin des cours, je veux prendre toujours un élève qui a été un petit peu plus dans les nuages, on va dire, ou moins concentré. Et je veux lui demander, est-ce que c'était bien passé? Ou au contraire, je veux prendre un élève qui peut-être cette fois, il a levé plusieurs fois la main et je veux dire, je veux valoriser. Bah, bravo, c'était super aujourd'hui, comment tu as participé. Le but, c'est de connecter avec l'enfant, parce que c'est comme ça qu'on peut arriver à, je pense, mieux faire apprendre les enfants. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux éviter les conflits, donner une responsabilité à chaque élève, faire des routines, avoir une routine, un rituel tous les jours, on va faire les mêmes choses. Et le troisième pilier de cette discipline, organisation, ça va être faire des lignes de conduite ensemble, en coopération avec les élèves. Parce que c'est de cette façon que ils vont s'investir et donc ils vont être mieux capables de respecter. Et donc, c'est ce cadre que je veux mettre qui va me permettre d'avoir cette fermeté, cette bienveillance. Vous avez cité donc 3 piliers que sont la responsabilité, ces fameuses routines ou rituels et la ligne de conduite. Est-ce que, par exemple, est-ce que vous avez un exemple de routine ou de rituel que vous-même vous avez pu mettre en place au sein de votre classe ou de vos classes? Oui, les premiers jours de cours, je vais annoncer les routines ou rituels. Et donc, nous, on va rentrer et on va faire... avec les lycéens, je triche un petit peu. C'est-à-dire que quand je rentre, j'attends le silence absolu avant de faire s'asseoir les élèves. Et ça prend du temps. Ça prend parfois, j'ai chronométré, je suis arrivée jusqu'à 10 minutes. Mais ça, c'était exceptionnel. Normalement, ça prend 2 minutes, on va dire, d'avoir des silences. Sauf que pendant qu'ils sont en train de... Petit à petit, il y a moins de bruit. Il y a moins de mouvements, des chaises, des livres, etc. Et en fait, les élèves ils commencent à se relâcher. Ils commencent à respirer plus tranquillement, plus doucement. Et donc, ils se rendent compte, ils sont en train de se calmer pour s'asseoir et commencer un nouveau cours. Donc, j'ai fait ça avec les collégiens. Je leur ai dit, on va faire une minute de silence. Vous pouvez dormir sur la table, etc. Et c'est très drôle parce que parfois j'arrive, elles me disent « Señora, on a besoin de 2 minutes parce qu'on vient de faire les contrôles des maths, on a besoin de 2 minutes. » Et là, je dis « Bon, allez, 1 minute et demie et on commence. » Et après, on fait toujours 5 minutes pour reprendre les cours précédents, ce qu'on a pris. Après, normalement, c'est 10 minutes un petit peu les devoirs, corriger les devoirs. Après, on fait un point, 2, 3 leçons. Ce que j'ai fait aussi en discipline positive, en fait, ça marche très bien, c'est que j'annote les objectifs de cours sur les tableaux. Et donc, je demande aux élèves par lesquels ils veulent commencer. Parce que normalement, les objectifs, c'est 2, 3 leçons, on va dire. Et donc, les élèves, voilà, ils participent à comment va être le cours.
Et les dernières, on va dire 10 minutes, c'est pour la prise de notes. Et je donne les devoirs. Et c'est fini. Selon vous, quelles sont les valeurs fondamentales nécessaires pour enseigner? Alors, pour enseigner, il faut aimer son métier. Parce que moi, je ne travaille pas avec des machines. Donc, c'est un métier que j'adore et que ça peut vraiment donner des grandes satisfactions et des grandes douleurs, on va dire. Parce que on peut préparer une chose avec beaucoup d'émotions en pensant que ça va aller très très bien et que ça va pas et que les enfants ne vont pas du tout apprécier ou que c'est difficile de faire comprendre aux élèves. Et voilà, donc on est dans l'humain et donc il faut aimer son métier pour avoir la patience, pour rebondir et recommencer. Il faut avoir la créativité et aussi la flexibilité pour s'adapter à l'évolution du métier et des enfants. Alors maintenant, sur un plan personnel, que vous apporte le travail effectué au quotidien avec vos élèves? Alors, le travail ce que m'apporte, c'est l'humilité, on va dire, parce qu'il y a une remise en question. Tous les jours, il y a une remise en question pour moi par rapport à est-ce que j'ai bien fait, est-ce que c'était clair, est-ce que je pourrais faire d'une autre façon, là, avec si j'ai le même niveau, notre classe de même niveau. Donc, les métiers, en fait, c'est 24 sur 24, on va dire, la réflexion sur mon métier. Donc ça, il faut le gérer. Parce qu'on n'arrive pas à la maison, on oublie les cours, on oublie les élèves, c'est vraiment très intense. C'est pour ça que je pense beaucoup à une activité qu'on fait dans la discipline positive, que j'enseigne aux parents, c'est les vases, c'est-à-dire prendre soin de soi. Et ça, c'est très très important dans les métiers d'enseignante parce que si on n'est pas bien, si je ne suis pas bien, si je n'ai pas assez de patience, si je ne suis pas bien, c'est pas possible de bien faire avec les autres. C'est un métier qui prend beaucoup, vraiment, qui rentre beaucoup dans notre vie personnelle et qui donne beaucoup de satisfaction, mais aussi beaucoup on va dire, des réflexions. Donc, il faut prendre soin de soi pour après être capable d'avoir assez de patience pour donner aux autres. Pourriez-vous nous citer un livre qui vous a marqué sur votre chemin, que vous aimeriez partager avec la communauté, et nous dire pourquoi? C'est le livre que j'ai lu, c'est sur la discipline positive de Jane Nelson, qui a vraiment... je l'ai lu et je me suis dit, mais c'est ça que j'essaie de faire. Et il m'a donné, on va dire, les outils, les cadres pour pouvoir faire ce que je voulais faire. Donc moi, j'ai conseillé ce livre pour les parents, pour les enseignantes aussi, parce qu'il va donner un point de vue différent de notre métier. Auriez-vous un conseil pour les jeunes qui nous regardent? Pour les jeunes, moi, je voudrais partager, plus qu'un conseil, partager l'idée de qu'est-ce que c'est la résilience. Et moi, je trouve qu'il faut l'avoir dans la vie. C'est quoi la résilience? C'est la force pour surmonter les difficultés. Et moi, je trouve que vous êtes jeune, donc il y a peut-être, normalement, je dirais, des petites difficultés dans la vie. Donc moi, je vous conseille d'essayer de surmonter des petits problèmes, des petites problématiques, des petits soucis que vous pouvez avoir dans la vie pour vous entraîner pour l'avenir. C'est important de savoir réagir et surmonter les difficultés. Auriez-vous un conseil pour les parents ou les futurs parents qui nous regardent? C'est important de communiquer avec les enfants, soit petits comme adolescents. Alors, pour communiquer, pour moi c'est important, il y a d'autres points importants à savoir. La première, il faut avoir une écoute active à nos enfants. Quand je dis ça, ça veut dire les téléphones, attention au téléphone, attention à l'écoute qu'on peut avoir aux enfants pendant qu'on est avec notre téléphone, par exemple. Écoute attentive, c'est-à-dire qu'on est à 100% avec une personne. Le deuxième point, c'est important de connecter avant d'essayer de régler n'importe quel problème.
Quand je dis connecter, je le fais aussi en classe. Connecter, ça veut dire que je veux soit remercier pour quelque chose, soit vraiment reconnaître quelque chose positif qu'a fait l'enfant, qu'a fait l'élève. Et c'est après que je peux commencer à peut-être faire part de mes émotions, peut-être que je ne suis pas contente par rapport à l'attitude de l'élève ou de mon enfant, que je veux qu'il change, je veux exprimer un mécontent. Mais c'est important de commencer toujours par la connexion pour avoir un bon dialogue avec l'enfant. Merci. Et pour clore cette interview, avez-vous un mot de la fin? Communiquer.